Bonjour, bonsoir. Content de vous retrouver à travers cette vidéo dans laquelle nous allons continuer avec le cours de chimie thérapeutique. Et cette fois-ci, on poursuivra avec l'étude des substances antibactériennes. Notamment, on va parler des antibiotiques. On va faire tout d'abord un rappel historique des antibiotiques. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue et bonne participation, bon visionnage. Alors, à titre de rappel, donc il faut dire que la découverte des bactéries est liée à l'invention du microscope. Et maintenant, Anthony van Leeuwenhoek donc, était parmi ceux qui ont mis au point des microscopes et c'est grâce à l'invention de ces matériels, cet outil qu'on a pu observé pour la première fois vers 1960 et 1670 et des êtres qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu par rapport à leur dimension extrêmement petite. Donc, les bactéries, il faut savoir, c'est des êtres, et, je dirais, ce sont des prokaryotes, c'est-à-dire les bactéries n'ont pas de noyau. Ils ont un matériel génétique qui est beaucoup plus simple que celui de l'homme ou encore des cellules eucaryotes qui est diffus dans le noyau. Donc, en termes de dimension aussi, les bactéries sont très petites. Donc maintenant, il a fallu attendre le 19e siècle, c'est-à-dire les années 1800. Et donc, pour établir donc, le lien entre les infections, si vous voulez, les maladies infectieuses et les bactéries. Okay? Donc, il a fallu attendre le 19e siècle pour établir effectivement ce lien, en dépit du fait que depuis 1700 et 1670, le 17e siècle, donc on a pu observer des bactéries. Maintenant, en 1910, début du 20e siècle, il y a Ehrlich qui avait réussi à obtenir donc, le premier exemple d'un médicament antimicrobien purement synthétique, c'est-à-dire qui a été totalement synthétisé au laboratoire. Donc, il s'agissait de Salvarsan. Donc, c'est un composé qui contient de l'arsenic. Et ce médicament a été employé jusqu'en 1945. Donc, où il fut remplacé par la pénicilline. Donc, pour la pénicilline, donc on va utiliser ce sigle, PNC, tout comme pour antibiotiques. Donc, on va utiliser ANTB comme sigle et dans le cadre de ce cours comme sigle. Donc, premier médicament mis au point, premier antimicrobien mis au point, c'est Salvarsan. Et par la suite, et on va laisser Salvarsan. Et suite à la découverte de pénicilline en 1945. Maintenant, en 1934, donc on s'approche du milieu du XXe siècle, est apparue la proflavine. La proflavine, donc c'est une di-2-amino NH2 acridine, donc se présente sous forme de cristaux jaunes qui est particulièrement efficace contre les infections bactériennes des plaies. Okay? Donc, ce médicament ne pouvait pas être utilisé dans les infections systémiques.
C'était un médicament qui était utilisé pour les infections superficielles des plaies. Donc c'était en quelque sorte une bonne découverte, mais ce qu'on voulait surtout, c'est d'avoir des antibiotiques qui pouvaient traiter des infections systémiques. Des infections systémiques. Maintenant, cette découverte, c'est-à-dire l'antibiotique efficace contre des infections systémiques allait survenir par la suite. Donc, en 1935, je découvert le protonsil. Donc, on a déjà parlé de plusieurs antibiotiques. On a parlé de salvarsan. On a parlé de proflavine. Salvarsan, proflavine. Maintenant, on parle de protonsil. Donc, c'est protonsil qui est efficace in vivo contre les infections streptocoques. C'était un pro-médicament. Il faut retenir bon, c'est pas retenir, on en a déjà parlé. C'était un pro-médicament, c'est-à-dire que protonsil n'est pas efficace, n'a aucune propriété thérapeutique. Protonsil, c'est un pro-médicament. Il faut savoir que le pro-médicament n'est pas la molécule active. Donc, le pro-médicament doit être métabolisé pour libérer la molécule active. Et donc, ce médicament-là qu'on appelle protonsil, donc, appartient à une nouvelle classe d'antibiotiques, donc à savoir les sulfamides. Donc, on parle de salvarsan, et proflavine, et protonsil, qui est un pro-médicament qui appartient à la classe des sulfamides. Donc c'est un médicament qui pouvait traiter les infections systémiques. Donc, vous avez compris que c'est une découverte majeure, puisque les infections systémiques, à l'époque, il faut savoir qu'il y a eu des guerres, et les infections systémiques posaient des problèmes, tout comme les infections, je dirais, les plaies, par exemple, les plaies, parce que on est quand même au milieu de 1900, du XXe siècle. On est au milieu du XXe siècle, donc il y a eu beaucoup de problèmes de santé publique. Donc, la découverte des médicaments était la bienvenue à l'époque, surtout des antibiotiques, parce qu'on en avait besoin pour traiter, que ce soit des infections locales ou encore des infections systémiques. Donc maintenant, ces médicaments, à savoir sulfamide et probablement proflavine, donc ces médicaments restèrent les seuls en usage jusqu'à ce que la pénicilline apparaisse au début des années 40. Donc, au début des années 40, donc, vous avez compris que la pénicilline est apparue à un moment où le monde en a le plus besoin. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, des blessés, infections, des morts, tout ça. Donc, le monde en avait besoin pour pouvoir traiter les infections et les plaies, tous les problèmes qui étaient liés à la Deuxième Guerre mondiale.
OK, maintenant, il est vrai que la pénicilline a été découverte dès 1928 par Alexander Fleming. OK, les pénicillines. Alors, quand on dit pénicilline, alors PNC, n'oubliez pas ce sigle. PNC, c'est pour pénicilline. ANTB, c'est pour antibiotique. OK, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1928, les pénicillines, enfin la pénicilline a été découverte, mais ce ne fut qu'en 1940, Florey et Chen réussirent, grâce à des moyens sophistiqués, à obtenir cette substance à l'état cristallin. Donc, c'est vrai qu'on a découvert la pénicilline en 1928, mais il fallait par la suite trouver des moyens pour isoler cette molécule, la purifier, la synthétiser, la commercialiser sous une forme, une forme qui permet l'administration. Donc, Florey, en ce sens, grâce à des moyens sophistiqués, a pu obtenir la pénicilline à l'état cristallin. OK, maintenant, ce qu'il faut savoir sur la pénicilline, c'est une molécule produit toxique, produite par un champignon. Okay? C'est produite par un champignon, Penicillium, mais c'est le champignon produit la pénicilline pour se défendre vis-à-vis d'autres micro-organismes. Et ça arrive dans la nature, notamment chez les plantes. Donc, les plantes produisent des substances pour se protéger contre des envahisseurs. Mais par contre, ces substances qui protègent les plantes, mais quand on les consomme, ces substances nous protègent aussi. Là, je parle des phytochimiques, des substances phytochimiques ou encore des phytonutriments et qui sont pour la plupart des antioxydants et des anticancers. C'est des molécules qui préviennent le vieillissement prématuré, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc maintenant, les champignons aussi, notamment, excusez-moi, les levures, donc ils produisent des molécules pour se protéger contre de micro-organismes, mais il arrive que ces molécules produites par les levures, donc, et se révèlent être des médicaments pour l'homme. Donc, en 1944, un autre antibiotique appelé streptomycine, on a parlé de salvarsan, de proflavine, OK? On a parlé de salvarsan, de proflavine, de quoi encore? On a parlé de protonsil, okay? Salvarsan, proflavine, protonsil, et maintenant on est à une quatrième antibiotique, la streptomycine, qui fut découverte en 1944. Alors là, il s'agissait de recherches systématiques, c'est-à-dire que des recherches programmées, c'est pas de choses des découvertes qui ont été faites au hasard comme la pénicilline, donc la pénicilline G et avec Alexander Fleming. Donc ça, c'est une recherche une découverte qui est liée à des recherches systématiques, c'est-à-dire programmées, et justement.
Donc maintenant, si jusqu'à présent la streptomycine est en cours d'utilisation. Donc maintenant, l'avantage de la pénicilline, c'est que c'est un composé dans le spectre d'action. C'est-à-dire, le spectre d'action, c'est l'ensemble ou bien l'ensemble des bactéries sur lesquelles donc, le médicament agit. Okay? C'est l'ensemble des bactéries ou encore l'ensemble des familles de bactéries et sur lesquelles le médicament agit. Donc, on parle de spectre d'action. Donc, le spectre peut être étroit, il peut être large. OK, ben, l'avantage de ce médicament, c'est que c'est un composé dont le spectre d'action était plus large que les précédents. OK, et ce médicament appartient à une nouvelle famille qu'on a appelée. Alors, c'était le premier d'une famille d'antibiotiques qu'on appelle aminoglycosides. Donc, ce sont des hétérosides, aminoglycosides. Donc, ce sont des hétérosides. Donc, on a vu une première famille, les sulfamides pour protonsil. Maintenant, une autre famille qu'on appelle aminoglycosides. Donc, pour streptomycine. Donc, streptomycine, c'est un hétéroside. Donc, on aura le temps d'en parler de la chute de cours. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, des efforts se poursuivirent. Donc, vous voyez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc les scientifiques ne cessaient pas de travailler. Au contraire, ils pensaient qu'ils devaient continuer à rechercher des antibiotiques parce que, par rapport à la guerre, donc, on pensait que le monde en avait besoin parce que la guerre, comme vous le savez, donc c'est une entreprise qui produit des blessés, des morts, et voilà, donc maintenant des malades aussi. Donc il fallait des antibiotiques pour pouvoir traiter, pour de recharge, donc tous ces problèmes. Donc maintenant, pendant la guerre, ces scientifiques travaillent, ils redoublèrent d'efforts après la guerre. Okay? Donc, les efforts se poursuivirent en vue d'obtenir de nouvelles substances antibactériennes et ces efforts ont abouti donc, effectivement à de nouvelles découvertes. Donc, nous avons des antibiotiques polypeptidiques, comme par exemple bacitracine en 1945, et du chloramphénicol en 1947. Donc, ça, c'est pratiquement après la guerre. Des tétracyclines en 1948, et des macrolides, olides. Et dans olides, qu'est-ce qu'on voit? On voit des esters cycliques, érythromycine, par exemple, en 1952. Donc, tous ces antibiotiques sont en cours d'utilisation jusqu'à présent. Donc, c'est des antibiotiques qui est à peu près, je dirais, 70 ans d'existence, environ 70 ans d'existence, même, je pourrais même dire 75 ans d'existence en moyenne. Donc, des antibiotiques à liaison peptidique, par exemple, cyclocérine en 1955. Et à la même année 1955, donc, on a abouti à la découverte du premier exemple d'une seconde famille d'antibiotiques, donc qu'on appelle famille d'antibiotiques à cycle bêta-lactam, à savoir la céphalosporine. Donc, on avait déjà découvert une première famille d'antibiotiques à cycle bêta-lactam, c'est-à-dire les pénicillines. Donc, les pénicillines ainsi que les céphalosporines, ce sont des bêta-lactams.
Ok, ce sont des bêta-lactames. Les céphalosporines ainsi que les pénicillines, donc ce sont des bêta-lactames, donc ils ont en commun, ils ont en commun et le cycle, le noyau bêta-lactame. Alors, en ce qui concerne les antibiotiques issus de la synthèse, on a remarqué en 1952 que l'isoniazide, un composé qui est encore utilisé pour le traitement de la tuberculose. Vous comprenez? 1952, et ce médicament fait encore partie du protocole de traitement de la tuberculose en Haïti. On peut dire également isonicotinoïl hydrazine était efficace pour traiter la tuberculose humaine. Donc, isoniazide, découverte en 1952, donc c'est un médicament de synthèse et qui est en cours d'utilisation qui fait partie du protocole de traitement de la tuberculose en Haïti. En 1957, isolé l'acide 6-aminopénicillanique pour retenir ce nom, ce noyau. 1957, fut isolé l'acide 6-aminopénicillanique. N'oubliez pas, on fait un rappel historique de la découverte des antibiotiques. Donc, acide 6-aminopénicillanique. Voici la structure ici en bas. Donc, le noyau des pénicillines, c'est très important, cette note. Donc, le noyau des pénicillines s'appelle 6-aminopénicillanique. C'est un acide. Voici la fonction acide. Voici la fonction acide. OK. Acide. Donc, ici, c'est amino. 6 amino. On a fait la numérotation de la chaîne. La numérotation de la chaîne. OK. Donc, ici, c'est acide. Voici la fonction acide. Acide 6 amino. Voici 6 amino. OK. Pénicillanique. Donc, le groupement amino est en position 6. Maintenant, pourquoi on les appelle bêta-lactames? Donc, quand on dit lactame, il s'agit de amide cyclique. OK? Lactame, c'est un amide cyclique. Voici la fonction amide. OK? Voyez la fonction amide. Donc, NCO. Donc, c'est un amide cyclique. Donc, c'est un lactame. Maintenant, bêta. Regardez pourquoi on dit bêta. Donc, cet atome de carbone qui est adjacent au carbone du groupement carbonyl, c'est alpha. Cet atome de carbone, c'est alpha. Donc, je vais entourer en bleu le carbone alpha pour vous. Voici le carbone alpha en bleu. OK. Maintenant, voici le carbone bêta. OK. Bêta. Donc, maintenant, c'est le groupement amino se trouve en position bêta. Et ce groupement amino, cet atome d'azote qui se trouve en position bêta, voilà, il est lié au carbone bêta. Donc maintenant, c'est ce groupement amino qui est impliqué dans la fonction amide, la liaison, si vous voulez, amide. Donc c'est pourquoi on appelle ces molécules bêta-lactame. Bêta-lactame. Okay, lactame, c'est un amide cyclique. C'est la forme cétonique. Okay? Amide cyclique, bêta, c'est par le fait que le groupement, l'atome d'azote ici se trouve en position bêta. Voilà et quelques explications chimiques
par rapport à cette structure. Donc, on verra beaucoup plus de détails par la suite. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que le noyau des pénicillines. Quand on dit le noyau, c'est-à-dire c'est à partir de cette structure, on va synthétiser des pénicillines, d'autres pénicillines, donc hémisynthétiques. Voilà, on a dit ici, ce fut le point de départ de nombreuses pénicillines semi-synthétiques. C'est-à-dire à partir de ce noyau, donc on va pouvoir faire des modifications, ajouter des radicaux, ajouter d'autres molécules, d'autres parties dans ce noyau pour obtenir d'autres molécules, donc hémisynthétiques. Donc, par exemple, en ajoutant des chaînes latérales à ce noyau, il est possible de modifier les propriétés pharmacologiques et antibactériennes. Bon, c'est évident. N'oubliez pas que la fonction est liée à la structure. Donc, dès qu'on modifie la structure, donc il faut s'attendre aussi à une modification au niveau des fonctions. L'instant, il me semble avoir un problème.